take it to the classics. That's the business. Break. Keep the memories heavy. I do this from the era of artistic expression you can't bear. Piero San Giorgio, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Voilà, je suis un auteur suisse, Piero San Giorgio, et j'écris des livres sur les problématiques du monde futur, c'est-à-dire des prochaines années qui vont, à mon avis, nous amener à des situations de plus en plus difficiles, tant économiques que sociales. Et donc j'essaye par mes livres d'alerter les gens et de leur expliquer comment s'en sortir dans ces scénarios. Et je suis ravi d'être chez vous, puisque vous êtes un des rares médias indépendants, mais très intéressants. Et je suis très content de toujours venir lorsque des médias indépendants de qualité m'invitent. Ça fait vraiment plaisir. Merci. Alors, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer le principe du survivalisme, parce qu'il me semble que tu travailles beaucoup sur la question. Et d'où est venu le questionnement, la production intellectuelle que tu as fournie à ce propos-là? Alors tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le terme de survivalisme, c'est bien sûr une de ces étiquettes que l'on aime donner à des gens. C'est comme quelqu'un qui se bat pour les droits sociaux dans une entreprise, on lui dit « t'es syndicaliste ». Quelqu'un qui se prépare à des problématiques plus ou moins lourdes, plus ou moins sévères dans la vie, c'est vrai que la plupart des journalistes aiment utiliser cette étiquette de survivaliste. Ensuite, cette étiquette, souvent, elle nous ramène à des caricatures qui nous proviennent beaucoup des États-Unis, où on voit des gens qui se cachent dans des bunkers avec des armes et qui ont toute une approche peut-être parfois un peu extrême et qui nous vient de l'époque de la guerre froide où ils craignaient la guerre thermonucléaire entre les États-Unis et l'Union soviétique. Moi, j'accepte cette étiquette qu'on me donne parce que si c'est comme ça et si c'est la règle à jouer pour être dans les médias, très bien, on doit accepter parfois des étiquettes. Simplement, moi, je ne me définis pas comme survivaliste. Moi, ce que j'essaye d'avoir, c'est une approche d'être un citoyen responsable. Et donc, en tant que citoyen responsable et multifacette, je suis également un père de famille, je suis également un entrepreneur. L'approche de la survie, c'est une approche en réalité qui est à la base de l'être humain. Nous sommes, en tant qu'être biologique, amenés à réfléchir à ce que ça veut dire survivre, ne pas mourir, éviter la souffrance, rechercher peut-être le bonheur et puis éventuellement se reproduire. À la base, c'est notre activité. Alors quand on parle de problématiques économiques ou sociales, ce qui m'a amené à réfléchir là-dessus, c'est que, peut-être, bien sûr, de mon point de vue, dans mon éducation suisse et par mes voyages à travers le monde, j'ai pu constater que la réalité du monde, elle est beaucoup plus dure et plus brutale et plus difficile que ce qu'on a bien voulu nous faire croire dans notre petit cocon occidental riche, urbain, avec une grande protection sociale et d'État-providence. Donc en voyageant dans le monde, on se rend compte de la réalité des choses. On se rend compte aussi que la progression de la population mondiale nous amène à une utilisation des ressources naturelles qui sont quand même de plus en plus en raréfaction. Et on parle du pétrole, on parle de l'eau douce, on parle des métaux, on parle d'énormément de ressources qui nous sont vitales aujourd'hui, qui sont en train de se raréfier parce que nous en consommons de plus en plus. D'une part parce que nous sommes nombreux, mais d'autre part aussi parce que nous avons des modes de vie qui sont de plus en plus gourmands en ressources. Nous vivons, les Chinois veulent vivre comme les Européens veulent vivre comme des Américains, et on n'y arrivera pas. Donc j'ai pris conscience de ces problématiques finalement liées à l'écologie, il y a une dizaine d'années, et puis de plus en plus, plus récemment, j'ai aussi pris conscience de la manipulation politique, mais surtout financière de notre monde, où nous sommes dans un monde qui est entièrement une fraude. C'est une fraude financière, c'est une fraude monétaire, c'est une fraude politique. Tout est faux. Et un système qui est faux et un système qui est basé sur du vent ne peut pas fonctionner. Et étant amateur d'histoire, j'ai comparé un petit peu dans ce que j'ai appris dans l'histoire, notamment l'effondrement de l'Empire romain, mais pas seulement. Il y avait des crises financières récentes, l'Allemagne pendant la période de Weimar, l'Argentine
au tournant des années 90-2000. Le Zimbabwe où j'ai vécu pendant la crise de 97, 98 et les années suivantes. Et finalement, la mathématique, les lois de la physique, elles s'appliquent autant dans ces pays-là qu'elles vont s'appliquer dans nos pays soi-disant développés et occidentaux. Et lorsque j'ai commencé à réfléchir sur ces problématiques, eh bien, j'ai commencé à avoir une certaine préparation personnelle pour moi et ma famille. Et puis petit à petit, on m'a dit, mais pourquoi tu n'écrirais pas un livre? Et j'ai contacté un éditeur, et mon premier livre qui est sorti en 2011, Survivre à l'effondrement économique, a eu un très grand succès. On était tous surpris, parce qu'on ne pensait pas que ça allait vendre. Aujourd'hui, on doit être à plus de 40, peut-être probablement 50 000 exemplaires, avec des traductions en anglais. Bientôt, il sort en septembre en italien. J'ai des discussions pour le chinois, le japonais, le russe et d'autres langues. Donc vraiment, il y a eu un grand succès pour ce livre, et qui a été suivi avec Rue Barbare, que j'ai coécrit avec Vol Ouest, qui est aussi un survivaliste avec la même étiquette que moi, mais plutôt aux États-Unis, sur la problématique dans l'urbain. Et là, aujourd'hui, je sors mon troisième livre, qui est Femmes au bord de la crise, qui parle plutôt de la problématique de la survie pour les femmes. Alors, quand on parle de survie, c'est pas une survie à tout prix, et une survie dans une situation forcément apocalyptique. Hein. C'est pas Hollywood avec les météorites qui tombent sur la Terre, la fin du monde Armageddon. Là, c'est pas une approche religieuse non plus. C'est une approche simplement du fait que lorsque nous habitons dans un environnement qu'on considère comme normal, lorsque ce qui est normal n'existe plus, pour plein de raisons, ça peut être l'incendie de votre maison, ça peut être la perte de votre emploi, ça peut être simplement une agression. Donc ça peut être finalement des catastrophes relativement petites, mais qui sont pour l'individu à qui ça arrive évidemment sérieuses. Ce sont des ruptures de la normalité, donc c'est-à-dire votre environnement de vie normal n'est plus assuré. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes prêt ou pas? La préparation, elle peut être très simple. Par exemple, quelqu'un qui perd son emploi, avoir l'équivalent de 1 ou 2 mois de salaire en liquide à la maison, ça peut faire une grande différence pour lui et sa famille, dans sa qualité de vie, d'ici ce qu'il retrouve un boulot. Alors certes, nous avons l'assurance chômage, mais pour combien de temps? Est-ce que dans la crise économique actuelle, en Grèce, les allocations chômage, elles sont plus là. Elles sont plus de la même manière qu'il y a encore 5 ou 6 ans. Jusqu'à dernièrement, là, ils maintenaient, d'après ce que j'ai compris, ils maintenaient les aides sociales uniquement pour ceux qui étaient atteints du virus du sida, etc. Il y a même des Grecs qui se sont inoculés le VIH pour pouvoir bénéficier de... C'est hallucinant. Et la situation grecque, on pensait qu'elle était impensable, pourtant elle est là. Les Italiens pensaient que ça allait pas arriver chez eux, ça arrive chez eux. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'en France, vous y allez avoir droit également, et c'est prévu, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative lorsqu'on a un pays et une économie hyper endettée. Finalement, on appartient à quelqu'un d'autre, on appartient à des banques, à des institutions de finances internationales, qui vont vous mettre en France, comme bientôt en Angleterre, et même aux États-Unis, sous coupe réglée et en fait en esclavage, et comme ailleurs. Et lorsque vous êtes un esclave, l'esclave qui est productif, on va le laisser travailler. L'esclave qui n'est pas productif parce qu'il est chômeur, retraité ou malade, on va l'éliminer. Et on va l'éliminer évidemment pas dans un camp de concentration, parce qu'ils ne peuvent pas encore le faire, quoique ça viendra, je pense. Mais ils vont le faire... Pense au camp FEMA. Possible, tout est possible. Je veux dire, ça a été fait dans le passé, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas impossible de refaire. Mais simplement, on le fait aujourd'hui de manière douce, en éliminant, en réduisant les allocations, les systèmes d'entraide sociale qui ont été mis en place à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, dans des sociétés où il y avait de la croissance. Cette croissance, elle est impossible aujourd'hui. Donc, il peut y avoir effectivement ce que j'appelle l'effondrement économique, c'est-à-dire des situations très graves. Alors, on n'est pas obligé de caricaturer, d'aller sur Mad Max, c'est pas forcément des gens qui deviennent cannibales dans la rue. On peut aller sur des phases bien progressives et qui sont tout de même assez lourdes de conséquences pour nous, comme ont vécu les Argentins, comme ont vécu les Zimbabwéens. Et je crains que ça va arriver en Occident et très bientôt. Et les gens préparés, et j'explique dans mes livres sur comment se préparer intellectuellement, psychologiquement, et aussi dans la préparation physique, c'est-à-dire matérielle, à travailler sur son autonomie, parce que l'autonomie, c'est la voie vers la vraie liberté. Nous ne sommes pas libres. Aujourd'hui, même si vous êtes propriétaire, vous avez quand même des taxes à payer.
Donc en fait, vous n'êtes pas propriétaire, vous n'êtes qu'un locataire à l'État de votre terre, de votre maison, et l'État il vous fait payer un loyer sous forme de taxe, mais vous n'êtes pas propriétaire. Donc le seul moyen d'être libre et donc d'avoir une vraie capacité à vivre, et non pas survivre, mais vivre peut-être d'une manière plus heureuse et avec plus de bonheur, c'est à mon avis d'acquérir le maximum d'autonomie en cas de crise, mais aussi en cas de vie normale. Donc ça va pour Alimentaire, énergétique. l'énergie, l'alimentaire, les capacités de se soigner au maximum, la capacité d'être en bonne santé par soi-même et d'être moins dépendant d'une infrastructure et d'être moins dépendant en fait, de ce qu'on appelle le système, en guillemets, qui est un truc amorphe, très difficile à définir, mais néanmoins réel, qui est une somme d'infrastructures et de mécanismes qui nous rend dépendants. Parfois parce que c'est agréable d'être dépendant d'un système qui nous nourrit et qui s'occupe de nous, un peu comme comme téter le sein de sa mère quand on est bébé. Mais enfin, est-ce que c'est ça la condition d'un homme libre, d'une femme libre ? Moi, je pense pas. Je pense pas qu'être dépendant de quelqu'un soit une bonne stratégie, surtout si ce système décide au bout d'un moment qu'il n'est plus de son intérêt d'avoir des citoyens non productifs, vivants. Au bout d'un moment, l'esclave, il faut qu'il bosse. Et je crains qu'on est en train de nous transformer tous en esclavage, tous autant que nous sommes, comme c'est le cas dans beaucoup de pays du tiers-monde. Je discute parfois avec, vous connaissez sans doute Kémy Séba, et lui me dit, mais au fond, les fondements économiques, nous, on l'a toujours connu en Afrique, on a toujours été mis sous tutelle d'organisations financières, et finalement, ce qui vous arrive en accident, c'est bienvenue au club, vous êtes en train de devenir mis en esclavage, comme l'ont été les pays en développement pendant longtemps. Et il a raison, et pour avoir travaillé longtemps en Afrique, le raisonnement est très juste. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus une question de dominants qui représentent une partie du monde. Ce sont des classes dominantes qui ont décidé que maintenant le monde entier, toute classe, toute race, toute origine confondue, vont être mis en esclavage. D'accord. Et en fait, le principe, la production que tu fais là, c'est plus pour une autonomie individuelle ou collective ? Je veux dire, j'ai vu que tu avais parlé de l'Argentine, mais il y a un truc qui m'a interpellé aussi, c'est que tu as un petit peu étudié le phénomène le concept des kibbutz en Israël. Donc c'est plutôt communautaire ou plutôt individuel ? Comment tu vois le truc ? Alors c'est une question qui est fondamentale et très importante, parce que parfois on me dit « Ah oui, mais ton approche, elle est très individualiste », parce qu'il est vrai que, partant du constat que nous sommes dans un monde individualiste, je dis que chaque individu, s'il veut être responsable, doit se préparer d'abord en tant qu'individu. Parce que souvent, je trouve que le défaut de certaines approches, on va dire plutôt venant de la gauche ou de l'écologie, nous disent « Le monde va mal, il faut changer, il faut qu'on change tous ensemble ». Très bien, mais qui commence ? Parce que c'est un peu facile de laisser faire les autres en disant « Oui, mais finalement, l'État va s'occuper de nous, donc il faut changer l'État. » Oui, mais c'est un travail colossal, c'est un travail de très longue haleine. Peut-être qu'on n'a pas le temps. Dire à quelqu'un, en tant qu'individu, tu dois être déjà responsable de soi-même, c'est une première étape. La deuxième étape, c'est qu'en tant que personne responsable, nous nous préparons pour nous-mêmes. Je donne toujours l'exemple, si vous avez chez vous des stocks d'eau, de médicaments, de nourriture, et que quelqu'un démuni vient chez vous, peut-être vous allez pouvoir choisir de l'aider. Mais si vous n'avez rien, vous pouvez aider personne. C'est l'exemple, vous savez, dans les avions, on vous dit toujours, s'il y a une dépressurisation et que les masques à oxygène sortent, d'abord vous le mettez sur vous-même et ensuite vous aidez votre gamin. Bien que le réflexe serait d'aider peut-être votre gosse avant les autres, le voisin que vous ne connaissez pas, je ne sais pas, mais c'est la logique. D'abord vous aidez vous-même, d'abord vous vous préparez, et puis vous pouvez aider votre voisin ensuite. Sinon vous n'êtes pas capable, si vous perdez connaissance sans oxygène, de toute façon vous n'allez pas pouvoir aider votre voisin. Ensuite, l'un des points fondamentaux, j'ai 7 points fondamentaux dans mes livres, qui sont un peu la trame à chaque fois, qui expliquent, à mon avis, quels sont les 7 éléments qui font qu'on arrive à acquérir notre autonomie. Le 7e, et ce n'est pas dans l'ordre d'importance, mais ils suivent une certaine capacité, une certaine logique de pyramide de Maslow, c'est-à-dire que d'abord vous avez besoin de couvrir vos besoins physiologiques. Sans eau, ça ne sert à rien de manger. Il faut d'abord boire, il faut ensuite manger. Et si vous mourrez de faim, ça ne sert à rien d'avoir une chemise propre. L'hygiène vient après, etc., etc. Alors, dans la réalité, vous préparez tous ces points ensemble. Le 7e point qui est le plus important, c'est le lien social. Et il est évident, à mon avis, que l'être humain est un être social, qui fonctionne en clan. Nos ancêtres
vivaient en tribu, vivaient en clan, et même si on remonte très très loin dans l'évolution, eh bien, nous étions probablement des... voilà, comme les primates évolués, comme on voit les gorilles ou les chimpanzés, etc., ils vivent sous forme de communauté, de clan. C'est nous n'existons pas réellement socialement en tant qu'individus, bien que le monde moderne nous fait croire cela. Nous devons faire partie d'un groupe. Et dans la préparation à des problématiques qui vont nous arriver dessus ou pas, mais en tout cas, potentiellement, elles sont là, et à mon avis, elles vont arriver, être en groupe, c'est plus important. Non, je pense que dans la décennie, on va la manger, la crise comme en Grèce, en France. Et ensuite, les conséquences peuvent nous amener très loin. Parce que ça, c'est très culturel. Est-ce que lorsqu'il y a un tsunami ou une catastrophe naturelle au Japon, les Japonais règlent le chaos de manière ordonnée, culturellement, peut-être parce qu'ils sont homogènes culturellement, je ne sais pas, mais certainement leur culture fait qu'ils sont disciplinés, ils s'organisent bien, sans chaos, sans bordel. Lorsque Katrina touche la Nouvelle-Orléans ou l'ouragan Sandy, la côte est des États-Unis, qu'est-ce que l'on voit? On voit une partie de la population qui s'organise, qui est raisonnable, mais on voit une minorité qui crée un bordel, un chaos indescriptible, enfin qui, dans ce chaos, a des comportements prédateurs, violents, criminels, envers les autres, envers les démunis, et ça, c'est un élément culturel. Alors, est-ce que, vous, ici en France, lorsque il y a une crise sociale, est-ce que vous vous comportez bien? Dans mon dernier livre, je prends un bel exemple avec l'émeute, enfin des soi-disant émeutes, mais en tout cas les problèmes qu'il y a eu en 2005 dans les banlieues françaises, qui ont démarré à Aulnay-sous-Bois. Clichy-sous-Bois, pardon. D'un côté, on peut dire que finalement, il n'y a pas eu de mort. Il y a eu des destructions, des voitures incendiées, il n'y a pas eu de mort. Des voitures de prolétaires, la plupart du temps. Donc ce sont des gens qui ont détruit le matériel de leurs voisins. Donc c'est pas très intelligent, mais enfin, c'est ce qui s'est passé. Donc d'un côté, ça a été relativement contenu. Ça n'a pas été les sauvageries, le viol, le cannibalisme, on est d'accord. Mais dans un sens, ça a été quand même un certain chaos où justement il y a eu des destructions physiques, on a brûlé des actifs de l'infrastructure qui leur étaient utiles. Et j'avais vu ça en Afrique, pareil, lorsque j'étais là-bas il y avait une insurrection au Togo, où les foules, agissant sous l'effet peu rationnel de l'effet de foule, ont brûlé, par exemple, l'hôpital de la ville. Or, l'hôpital, on se dit, mais c'est là où on va soigner les gens qui sont blessés et malades, ça n'a pas de sens. Eh bien, les logiques culturelles n'ont pas forcément toujours un sens, elles sont parfois étonnantes. Et donc ça, c'est des éléments à comprendre d'ailleurs. Et plus on est organisé aussi en tant que groupe, moins on risque d'aller vers des situations qui vont vers un chaos extrême. Et en Grèce, par exemple, lorsque la crise a vraiment démarré, surtout à partir de 2008, on a vu les gens repartir, par exemple, vers leurs familles qui habitaient encore à la campagne ou dans les îles, où on a vu des quartiers s'organiser pour organiser la sécurité, puisque la police ne venait plus. Et donc pour faire des patrouilles citoyennes, on va dire, où les gens surveillaient le quartier, chacun son tour, donc ils faisaient des rondes, etc., pour empêcher que dans cette situation de détresse économique, il y ait en plus de la prédation, parce qu'il y a toujours une partie de la population qui va vers la prédation comme étant la facilité, c'est comme ça, c'est humain. Et donc ils se sont réorganisés et ont pallié au déficit d'État, par exemple. Donc il y a toutes sortes de préparations qui sont possibles, et moi je crois que le lien social est quelque chose de fondamental, et tous ces préparatifs, autant acheter une bouteille d'eau ou quelques bouteilles d'eau à avoir chez soi en cas de coupure d'eau, ou d'avoir ne serait-ce que quelques bougies ou des lampes de poche ou des couvertures au cas de rupture de l'électricité, même en hiver où il ferait froid, c'est un travail individuel, mais travailler avec votre voisin pour que lui aussi puisse faire la même chose et ne soit pas ensuite celui qui vient mendier votre nourriture en cas de problème, et donc travailler avec lui, s'organiser sur le même palier, sur le même quartier, c'est quelque chose qu'on peut faire dès à présent, et qui n'est pas un effort considérable, et qui n'est pas une remise en cause philosophique extrêmement lourde. Donc c'est quelque chose que l'on peut faire, et souvent cette démarche, elle commence à petits pas, elle est simple, donc
quand les gens disent oui, mais il faut de l'argent pour faire ce que j'appelle une base autonome durable, c'est-à-dire un environnement où on peut avoir plus de chances de mieux s'en sortir par la création d'autonomie, c'est pas vrai. On peut le faire dès à présent. C'est pas les quelques euros que coûtent quelques récipients d'eau, 3 boîtes de conserve, des pâtes et une bouteille d'huile, des bougies, peut-être une couverture. Enfin, on peut commencer la démarche, elle peut commencer avec presque rien. Justement, à ce propos, on est tombé sur ce qu'on peut appeler un sac de survie. Et ce qui m'avait interpellé, c'est le fait que bon, j'étais super bien préparé, etc. Et je me suis dit, quand j'ai vu le prix, je me suis dit, bon, moi, à titre personnel, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, j'ai un salaire correct, un loyer raisonnable. 400 euros, à la limite, je peux quand même faire l'effort. Mais qu'en est-il du père de famille qui est limite financièrement, qui doit s'occuper de ses enfants, de sa femme, etc. Je veux dire, c'est pas donné à tout le monde. Alors, il y a 2 choses à dire. La première, c'est de ne pas penser que... J'espère vraiment que les gens comprennent, souvent quand ils lisent mon livre, ils comprennent. Parfois, en regardant mes vidéos, c'est moins évident, mais le fait de se préparer à des problématiques, ou même survivre des situations très, très pénibles, il n'y a pas un ticket d'entrée. C'est pas un truc binaire en disant, si on peut acheter tel matériel ou apprendre telle compétence, c'est bon. Il n'y a pas de garantie d'abord. Il y a des gens qui s'en sortent très bien parce qu'ils sont très débrouillards, ils sont très inventifs dans toutes les situations et qui se débrouillent à la limite cul nu, et qu'ils arrivent à se débrouiller, ils arrivent à se rendre indispensables, ils arrivent à se lier d'amitié, à se faire aider. Il y a des gens comme ça. Et il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui se préparent de manière très bien, mais qui en fait n'ont pas la capacité à comprendre. Donc il y a tous les cas de figure. Donc la première chose, c'est de bien comprendre qu'il n'y a pas de ticket. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas « je m'achète la survie », ça n'existe pas. La deuxième chose, c'est qu'ensuite, il y a du matériel, il y a des savoir-faire qu'on doit apprendre, ou du matériel qui nous permet d'être mieux équipés. Si vous voulez escalader le Mont Blanc, il vaut mieux ne pas y aller en tongs, il vaut mieux acheter, donc ça demande de l'argent, des chaussures pour faire l'escalade du Mont Blanc. Et un anorak qui vous permet de ne pas avoir froid s'il y a une tempête de neige et de ne pas vous trouver... Donc, en fonction des différents scénarios possibles, il y a un coût. Alors, je sais que chez certaines personnes, il y a un problème avec le fait de dépenser de l'argent, mais bon, c'est comme ça. De la même manière que vous travaillez, et donc vous êtes payé, vous avez un salaire, et c'est normal. Eh bien, pour acheter quelque chose, il faut mettre le prix, et il y a du matériel de mauvaise qualité qui coûte pas très cher, et il y a du matériel de bonne qualité qui coûte un peu plus cher, et il y a même du matériel de luxe, qui est peut-être pas nécessaire et qui coûte très très cher, ça dépend de vos moyens et de vos choix, etc. Là-dessus, c'est un peu comme toute chose. Je dirais, par exemple, les gens qui disent, oui, mais avoir une bonne alimentation, ça coûte cher. Peut-être, mais vous soignez parce que vous avez une mauvaise alimentation, ça coûte encore plus cher. Ensuite, le sac de survie, c'est un outil. C'est un outil qu'on peut faire pour pas très cher soi-même. Après tout, vous pouvez prendre un vieux sac d'école, vous mettez dedans 3-4 boîtes de conserve, une couverture, vous pouvez le faire vous-même. D'autres vont vouloir en faire un plus perfectionné et vont le faire sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Et le sac de survie, entre guillemets, c'est, pour prendre un exemple, c'est pas parce que vous avez un sac de survie que vous êtes garanti de survivre. C'est-à-dire que typiquement, il peut y avoir un incendie chez vous, et peut-être que vous avez un sac dans lequel vous avez mis un peu d'argent, une copie de votre carte d'identité, de quelques numéros de téléphone pour vos cartes de crédit, je ne sais pas, et vous devez quitter votre appartement parce qu'il brûle. Après de la porte d'entrée, il y a votre sac, vous prenez votre sac, vous sortez, vous avez au moins peut-être 500 000 euros dedans, vous avez peut-être de quoi vous en sortir 3-4 jours. Mais après, c'est bon, l'assurance entre en charge, on vous met dans un hôtel, et vous allez chez la famille, etc. Mais d'avoir eu ça, c'est une assurance en plus. Mais si par exemple, tu as pas ce sac justement, tu vas faire appel plus à l'amitié des gens, aux dons des gens, etc. Donc est-ce que ça peut pas non plus... Non, mais je crois qu'on a besoin des gens. Mais le problème, c'est que si c'est tout l'immeuble qui brûle, ou si c'est toute la ville qui brûle, là, l'amitié des gens, ça va être beaucoup plus dur. Parce que l'altruisme, il fonctionne jusqu'à un certain point. Mais ce que je dis là, c'est empirique, c'est observé. Il y a une certaine solidarité. Alors, il y a des gens plus sympas que d'autres, il y a des gens plus prêts à partager et d'autres moins. Mais lorsqu'une situation est vraiment pénible,
au bout d'un moment, moi je sais que si je dois entre choisir de nourrir mes enfants et un étranger, le choix il est vite fait et c'est normal. Et ce serait immoral de penser différemment. Celui qui ferait passer l'inconnu avant ses propres enfants, il a un comportement qui le porterait à s'éliminer. C'est un Darwin Award potentiel. Il s'éliminerait comme comportement, ça l'amènerait à être éliminé de sa fonction biologique qui est celui de vivre, survivre et de se reproduire. Bon, ensuite, le suicide est possible, hein, mais c'est pas mon objectif, ni ce que je prône, ni ce que j'essaie d'expliquer aux gens. Après, c'est vrai que il y a des entreprises commerciales, certaines auxquelles je participe, qui proposent un produit, par exemple, déjà tout fait, avec des prix qui sont d'ailleurs négociés parce qu'il y a un certain volume, et donc où individuellement les éléments sont moins chers que si quelqu'un devait l'acheter par lui-même. C'est une solution qui permet d'aller plus vite et de faire ça plus facilement, donc d'avoir tout d'un coup. Bon, c'est une solution qui a un prix. Moi, je pense que c'est une bonne solution. C'est pas forcément la solution pour tout le monde, loin de là. Et voilà. Et ensuite, c'est vrai qu'encore une fois, ce qui est important, c'est de bien comprendre que il n'y a pas de garantie, il n'y a pas un ticket. C'est pas, voilà ce qu'il faut faire, et si on fait ça, c'est bon. Parce que ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que d'abord, c'est une attitude. L'essentiel des choses à apprendre sont plus basées sur des savoir-faire et des comportements plus que du matériel. Mais à la fin, ce qu'il faut surtout rendre attentif les gens, c'est que se plaindre en disant « Ah oui, mais moi je vais pas m'en sortir parce que j'ai pas 500 € pour m'acheter tel ou tel matériel ou tel cours, et donc je pleure dans mon coin », ça c'est aussi pas une bonne attitude. Il est important, justement, dans sa responsabilisation, dans la prise de conscience et la responsabilité personnelle. Et ce que je dis toujours, c'est que avant toute chose, vous êtes, pour prendre un terme économique, vous êtes 100% actionnaire de vous-même. C'est pas l'État qui est votre propriétaire, c'est vous. Vous êtes votre propre propriétaire. Donc ce que vous allez faire, comment vous allez utiliser votre temps libre, comment vous allez utiliser votre salaire, c'est votre choix. Est-ce que vous achetez un nouveau écran plasma, ou est-ce que vous allez prendre des cours de jardinage? Est-ce que vous allez passer du temps en boîte de nuit et dépenser de l'argent pour vous faire des ouinges, ou est-ce que vous allez apprendre à faire de l'autodéfense, ou passer du temps avec vos voisins pour ne serait-ce que les connaître, ou passer du temps avec votre famille pour établir des scénarios, par exemple, que se passerait-il si, etc., etc. C'est un choix personnel et je ne juge pas. Je veux dire, moi, je dis toujours, si j'avais pas une famille et des enfants, peut-être que je passerais mon temps à faire des partous avec des SK au lieu de me préparer dans ma ferme à me faire chier, faire du jardinage, à manger des tomates bio et de la salade. Et voilà. Donc, c'est un choix personnel. Justement, tu as un potager. Moi, j'avais lu une étude qui expliquait que si on disposait d'à peu près 250 ou 300 mètres carrés de terrain, on pouvait globalement nourrir, être autonome en termes d'alimentation, de légumes, de fruits, etc., une famille de 3-4 personnes. Qu'est-ce que tu as fait des études sur ce propos? Alors en réalité, c'est que c'est très variable, puisque ça dépend de l'endroit où vous êtes. 250 mètres carrés au milieu du Sahara, vous allez nourrir personne. Oui, non, bon, bien sûr, donc on s'entend. Hein, donc c'est important de dire qu'il faut considérer le climat, il faut considérer le type de terrain, le type de culture que vous allez faire. Typiquement, c'est un argument qui est très valable des personnes qui sont contre l'exploitation animale, par exemple. C'est qu'une grande partie des terres est utilisée pour l'élevage, donc d'animaux, ou de créer la nourriture pour pouvoir élever des animaux, pour nourrir des animaux. Donc c'est clair que tout bon paysan l'a toujours su, c'est que dans une ferme, il y a toujours un coin potager pour faire des légumes, il y a toujours un coin verger pour avoir des fruits, de manière à avoir la nourriture tout au long de l'année, et d'avoir suffisamment de production pour pouvoir ensuite stocker une partie, la mettre en conserve, donc on l'a conserver avec plein de techniques, salaison, bocal, l'huile, autres, pour l'hiver, parce qu'il y a des périodes dans l'année où, dans certaines altitudes, donc le climat est un élément important, on ne produit rien. Moi, chez moi, par exemple, j'ai vendu tout ce que j'avais dans les années 2000. J'ai acheté une ferme, donc je partage l'essentiel de mon temps est dans cette ferme, donc que j'appelle une base autonome durable. Mais votre base autonome durable, ça peut être un appartement en ville, alors ça va être plus dur. Mais en l'occurrence, ça va être ça c'est mon deuxième livre, Rue Barbare, sur la ville, où on explique
que les potagers urbains, ça existe, d'ailleurs ça se fait de plus en plus, et que tous les concepts qui s'appliquent dans une base autonome durable plutôt à la campagne, eh bien, on peut les appliquer en ville. Alors c'est plus dur, ça c'est clair que c'est beaucoup plus compliqué. Et donc c'est vrai que j'ai mon potager. Alors je t'assure, c'est pas évident d'apprendre. Moi je viens du marketing international pour devenir agriculteur ou paysan. En tout cas en partie, c'est super dur. C'est qu'il y a énormément de savoir-faire, de compétences, et il faut le faire. Là aussi, c'est pas quelque chose qu'on achète. On n'achète pas un potager. Il faut le faire. J'ai quelques clients, je fais parfois du conseil envers des personnes qui me disent, bah voilà, j'ai beaucoup d'argent, j'aimerais m'acheter la survie. Bon, bah tu peux t'acheter une arme à feu, tu peux t'acheter une belle maison, mais après ton potager, faut le faire. Parce que j'en connais qui disent, ah mais j'ai un jardinier, il vient, il fait mon potager. Ouais, mais il va peut-être pas venir demain. Puis comment tu vas faire toi tout seul? Tu sais comment ça fonctionne une graine? Moi j'en découvre tous les jours. Je découvre qu'il y a les tomates, comment ça fonctionne, comment on garde les graines d'une année sur l'autre. Et tout ça, on n'y pense jamais parce que nous sommes habitués, encore une fois, dans cette infrastructure très complexe du monde moderne, où les tomates, on les a à la supérette du coin, ou au l'hypermarché. Mais c'est beaucoup en ville parce que enfin moi je viens de la province, je viens d'un petit village et enfin on sait cultiver, on sait gérer les ressources, c'est-à-dire l'eau, etc. Parce qu'on a on a comme tu l'as chez toi des réserves d'eau qu'on utilise, qu'on redistribue. Bon, chez nous ça se fait en village, etc. Donc ça se fait un petit peu. Enfin c'est perdu en ville pour les citadins d'aujourd'hui, mais enfin le peuple français qui vit hors de Paris et hors des grandes villes connaît encore tout ça, quoi, et a ces compétences-là. Donc c'est bien, et je pense aussi que enfin l'alimentaire c'est vital, quoi. Non, et attention, hein, je prétends pas être Einstein à avoir inventé l'eau chaude. C'est peut-être qu'on a tous besoin de redécouvrir effectivement une certaine proximité avec des choses essentielles de notre vie qui sont bien sûr l'eau douce, l'eau potable, la nourriture, une certaine manière de se soigner par nous-mêmes au lieu d'aller pour le moindre bobo aux urgences, parce qu'on est hyper dépendant. Et avec des coûts d'ailleurs qui deviennent impossibles à soutenir pour la collectivité. Après, c'est vrai qu'il y a encore pas mal de gens dans le monde, même en France, dans votre beau pays qu'est la France, vous avez encore un sens du terroir, vous avez le goût pour les bonnes choses, mais il faut avouer que ça se perd. Et il faut avouer que de plus en plus, les campagnes sont remplies, se vident de leurs paysans, elles sont remplies par des touristes qui ont une maison secondaire, qui font rien autre qu'une belle pelouse. De plus en plus, le mode de vie de la personne qui habite dans les campagnes, bien qu'elle ait une maison avec une pelouse ou même un petit potager peut-être, son mode de vie il est quand même avec une voiture, avec l'accès au supermarché du coin. La réalité, c'est que bien 80-90% de la population a un mode de vie qui est techniquement urbain, même si elle croit vivre à la campagne. Et ça, on parle de ça dans Rue Barbare, qui donne plus de technique par rapport à la ville. Mais la réalité, c'est que nous sommes un monde qui est, en tout cas en Occident, en Europe, aux États-Unis, et de plus en plus dans beaucoup d'autres pays comme en Chine, qui est un monde excessivement urbanisé. Et avec les avantages et les désavantages qui vont avec. Mais en temps de crise, l'urbain, souvenons, pour ceux qui... Je ne pense pas que c'est votre public cible, mais pour les gens qui ont connu, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, les crises en France, en 40, 44, il valait mieux vivre à la campagne que dans les villes. Et de la même manière, on voit dans les pays qui ont des troubles, et ça se rapproche, hein, la Yougoslavie il y a une vingtaine d'années, aujourd'hui en Ukraine, on est plus en sécurité, en tout cas pour l'alimentation, et pour l'eau dans un mode de vie rural qu'un mode de vie urbain, ça c'est évident. Après, la ville, elle a aussi des avantages. Il y a plus de compétences, il y a plus de médecins par habitant, il y a plus de compétences techniques, il y a aussi plus de capacité à se sécuriser, puisqu'on peut s'organiser plus facilement. Une ferme isolée, c'est là encore une fois l'importance du lien social. Une ferme toute seule, elle peut être une cible aussi pour des gens mal intentionnés. Donc, est-ce que dans les communautés rurales, on ne se regroupe pas non plus, comme dans le temps mon grand-père est né, un de mes grands-pères est né dans une ferme, et dans cette époque, donc il était ouvrier agricole, donc il y avait plusieurs familles d'ouvriers agricoles, et ces fermes, elles étaient closes. C'était pas des fermes éloignées, elles étaient ensemble. Il y avait une partie de la maison pour le propriétaire, une partie de la maison pour les ouvriers agricoles, mais ils vivaient tous un peu dans le même endroit parce que c'était, donc il y a 100 ans,
il y avait encore des brigands, je ne sais pas comment on appelle ça, mais il y avait des prédateurs qui pouvaient venir. Et si vous êtes une toute petite ferme toute seule, une petite maison isolée avec 4 personnes, comme c'est le cas de plus en plus aujourd'hui, il y a du homejacking, il y a de la criminalité qui existe. Et bien sûr, mon boulot, mon objectif n'est pas de faire peur aux gens, c'est simplement de les rendre attentifs aux possibilités qui existent et simplement de prendre conscience déjà. C'est déjà une grande étape. D'accord. Alors, du point de vue de ton concept, enfin le concept où tu travailles là, je voulais savoir, est-ce que tu penses pas que plutôt que même si j'ai bien compris que le but ultime c'était pas d'individualiser le survivalisme, mais plutôt dans un premier temps et par la suite essayer de travailler en communauté, etc. Mais est-ce que tu penses pas que, par exemple, sur le cas de la France, est-ce que tu penses pas que la solution pourrait venir plus d'une redistribution des richesses? Parce que bon, l'argent, on parle de crise, mais c'est la crise pour certains et pour d'autres. Alors, Par exemple, pour le cas de la France, je sais qu'il y a une époque, enfin encore aujourd'hui, on peut, suivant des modes de production agricole, etc., être autonome. En termes, à une époque, c'était le grenier de l'Europe. Je veux dire, alors, si on devait globaliser, ne serait-ce qu'au niveau de la France, est-ce que tu ne crois pas qu'une redistribution des richesses, une réorganisation plus horizontale de la France pourrait nous éviter de rentrer dans des rues barbares? Oui, d'une manière globale même, mais pas seulement en France, mais dans quasiment la plupart des pays du monde. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des solutions techniques possibles à tous les problèmes que je décris dans mes livres. C'est-à-dire que une meilleure gestion de l'eau est possible, une meilleure gestion des terres agricoles est possible, une meilleure redistribution des richesses est possible, une refonte entière du système financier pour être simplement plus raisonnable et plus proche de la réalité humaine et pas dans le virtuel est largement possible. Une prise en compte des besoins de la majorité de la population au lieu d'une toute petite élite, elle est possible. Les solutions, elles existent, les solutions techniques, elles existent. Et face à des problèmes que nous sommes passés quand même en en presque 2 siècles, de 1 à 7 milliards d'habitants, les solutions sont là, elles existent. Ensuite, est-ce qu'il y a la volonté politique de le faire? Pour l'instant, j'en doute. Est-ce que nous, en tant que citoyens, nous avons le moyen de faire pression, de nous constituer en lobby, de faire jouer ce qui reste de démocratie pour changer les choses? On peut essayer. Moi, je suis un petit peu sceptique. J'ai tendance à penser que on peut espérer le meilleur et on peut espérer que ces solutions techniques se mettent en place. Et certes, moi, je crois qu'on doit pouvoir changer. On peut changer les choses. On peut pousser pour une vraie démocratie, ce qui n'existe plus aujourd'hui. On peut pousser pour revenir à des cycles courts. Ça, on peut le faire même par notre consommation, par nos choix de consommation. N'achetez pas des fraises en hiver, n'achetez pas des tomates en hiver. Consommez local, mettez-vous en lien avec des AMAP, avec des associations d'agriculture biologique locale qui vont produire de saison, etc. Ça, vous pouvez le faire dès à présent, on peut le faire. Mais aussi prévoir le coup où ça ne marche pas. Parce que les forces en présence qui fonctionnent contre nous, elles sont quand même considérables. Parce que les pressions démographiques, elles sont considérables. Les pressions on va appeler ça la finance internationale, avec ses intérêts qui ne sont pas les nôtres, elles sont quand même considérables, leurs moyens sont gigantesques. Et puis, il y a aussi la géopolitique, c'est qu'on voit aussi qu'il y a aujourd'hui des groupes d'intérêts qui préfèrent déstabiliser le monde entier et créer du chaos pour pouvoir s'approprier et s'accaparer les ressources qui restent. On ne peut pas comprendre l'intervention en Libye, par exemple, la destruction de ce pays, sans comprendre la rivalité pour les ressources naturelles entre les États-Unis et la Chine, sans comprendre la volonté du système monétaire basé sur le dollar, de tenir le dollar et de détruire toute velléité de faire, par exemple, une monnaie basée sur l'or. Ce qui a été le cas de ce que voulait faire Kadhafi en Libye. On ne peut pas... En Afrique. Et ailleurs. On ne peut pas comprendre ce chaos qui est de plus en plus idiot, ce qui semble absurde, si on ne comprend pas ces mécanismes de raréfaction de ressources et de mainmise de la finance surtout. Mais encore une fois, ça n'empêche pas, et c'est vrai que parfois on me dit, oui mais la politique ça existe. Moi j'ai tendance à peu y croire. Mais c'est moi, et je ne veux pas influencer les gens, vous faites comme vous voulez. Moi j'ai tendance à plutôt me préoccuper
de ma vallée, de mon potager, et certainement de la politique de mon pays, la Suisse, et de pas venir vous faire des leçons en France. Vous avez suffisamment de gens qui le commentent et qui surcommentent et qui commentent les commentaires. Et j'espère avoir cette humilité de dire, bon, je vais déjà m'occuper de mon jardin, et peut-être après, on va changer le monde. D'ailleurs, ça me fait plaisir, puisque on a vendu ce livre, et ces livres ont tellement de succès, et j'espère que les gens qui le lisent, et certainement j'ai le retour de beaucoup de lecteurs et lectrices, qui me disent « Ah oui, depuis que j'ai vu ce livre, j'ai quitté la ville, je me suis mis à la campagne. » Bon, bah, c'est une petite victoire, mais c'est une victoire quand même. C'est des gens qui changent, c'est des gens qui se changent. Et je suis de loin pas le seul. Il y a beaucoup de gens dans les mouvances écologistes, il y a beaucoup de gens qui se constituent en groupement. J'avais interviewé pour Rhubarba deux, on va dire, organisations collectivistes. L'une au Danemark, Christiania, donc à Copenhague, qui dans un milieu urbain avait essayé de s'organiser avec des potagers, des machins, très intéressant. J'avais également interviewé Casa Pound à Rome, qui est une organisation sur l'Italie, mais plutôt implantée à Rome, qui a confisqué à l'État un immeuble, c'est assez intéressant, et qui s'est constitué en groupe avec des bars. Ils ont acheté des bars, ils ont acheté des restaurants, ils sont en train de réanimer une économie parallèle à l'économie étatique, avec des imbrications, et qui ont finalement leur stratégie de vie urbaine, au-delà de la survie, de vie, de réinventer une nouvelle économie, avec un départage, avec certains aspects d'une économie de libre entreprise, mais en même temps une collectivisation de certains aspects. Tout ça, ce sont des choses intéressantes à étudier,